On va passer au dernier, mais non le moindre, Benoît Lahaye, qui va nous parler de croisade. Merci. Non. Ben non. Attendez, gang, ça sera pas long. Non, non plus. Et là, c'est bon. C'est bon? Ouais, Oh! regarde. OK. Ouais, mais OK, c'est bon, j'ai retrouvé ma souris. C'est bon. OK, gang, c'est beau. Donc, dans le cadre de mon mémoire, j'utilise les concepts et les outils amenés par le tournant spatial en histoire afin d'analyser les deux principales sources latines en ce qui concerne la quatrième croisade, Geoffroy de Villehardouin et Robert de Clary. J'ai créé d'une part des cartes informatives à partir des textes et d'autre part, je dégage, puis j'analyse les représentations de l'espace relayées par les chroniqueurs. Cette communication, focalisée sur l'analyse des sources et la création des cartes, correspond donc à un segment du travail réalisé dans le cadre de mon mémoire. Les cartes bâties couvrent les déplacements des Latins de Venise à Constantinople, ainsi que les enjeux entourant les deux prises de Byzance en 1203 et 1204. Cette communication présentera comment les cartes furent créées, comment les données furent analysées et quels résultats est-il possible d'en dégager. C'est en 1198 qu'Innocent III lance un appel à la croisade qui demande aux Latins de se rendre en Terre Sainte afin de reprendre Jérusalem tombée aux mains des musulmans. Alors qu'au départ, peu de gens sont prêts à s'engager dans ce nouveau projet, une partie importante de la noblesse de France prend la croix lors d'un tournoi à Écrit-sur-Aisne, aujourd'hui Asfeld, en 1199. On envoie l'hiver 1200-1201 6 messagers à Venise afin de négocier un passage par la mer vers Jérusalem. La rencontre entre les envoyés français et le duc de Venise, Enrico Dandolo, se conclut par la construction d'une flotte pouvant transporter 33 500 hommes pour la somme de 85 000 marks. Lors du départ prévu pour 1202, trop peu de croisés se présentent à Venise afin de couvrir les coûts de la flotte. Les Français doivent donc trouver un arrangement avec les Vénitiens pour leur permettre de progresser. En échange du retardement du paiement de leurs dettes, les Vénitiens se joignent aux croisés dans leur pèlerinage, puis les deux forces s'engagent à reprendre la ville de Jadre, aujourd'hui Zadar, que ceux-ci avaient perdue au profit du roi de Hongrie. Après avoir pris Jadre, les croisés sont forcés d'y rester jusqu'au printemps suivant en raison de la saison automnale déjà trop avancée. Durant cette période, on voit l'apparition d'un personnage central au déroulement de cette campagne, le jeune Alexis, fils de l'empereur byzantin Isaac II. Privé du trône suite à l'aveuglement de son père par son oncle Alexis III en 1195, il fuit jusqu'en Allemagne pour se réfugier chez sa sœur. Voulant réclamer son droit à régner sur l'Empire, le prince demande l'aide de l'armée franco-vénitienne. En échange du trône, il fait une foule de promesses aux hauts barons, notamment la soumission de l'Église grecque à l'autorité de Rome, une somme de 200 000 marks pour l'armée et des vivres pour l'ost. Après de nombreuses discordes, les barons acceptaient finalement l'offre du prince byzantin. Tout en passant par Corfou et Négrepont, aujourd'hui Calcie, les croisés arrivent finalement à Constantinople et prennent la ville pour une première fois le 17 juillet 1203. Bien que le jeune prince soit élevé au rang de co-empereur avec son père, il n'a pas de quoi payer les Français et les Vénitiens. En raison des dépenses excessives d'Alexis III, les coffres de l'État étaient complètement vides. Pour cette raison, les Occidentaux sont forcés d'attendre plus longtemps avant de recevoir leur dû. Durant ce temps, les relations entre le nouvel empereur Alexis IV et les barons se détériorent en raison de la pression des partis anti-latins dans l'entourage de l'empereur. Finalement, celui-ci est assassiné et Alexis V Doukas, dit Murzuffle, le remplace. Fortement anti-latin, ce nouvel empereur promet de se débarrasser des croisés qui demeurent toujours dans la région de Galata, près du port de la Corne d'Or. Grecs et latins entrent une nouvelle fois en conflit ouvert et l'armée franco-vénitienne retourne sur les murs de Constantinople afin de prendre la ville une seconde fois. Elle tombe sous leur contrôle le 13 avril 1204 et jusqu'au 15 avril, la ville sera pillée et saccagée par les Occidentaux. La quatrième croisade se termine par la nomination de Baudouin I à la tête du nouvel empire latin, centré à Constantinople, qui perdurera jusqu'en 1261. Les cartes sont créées à partir des deux principaux témoignages concernant la quatrième croisade, comme je l'ai dit tout à l'heure, Geoffroy de Villehardouin et Robert de Clary. Dans le cas de Villehardouin, il est maréchal de Champagne et occupe une place centrale dans le déroulement de cette campagne. En plus de participer à toutes les réunions des hauts barons français, il est choisi à titre de messager pour trouver un accord de passage avec les Vénitiens en 1200 et 1201. Bien que son témoignage couvre l'ensemble de la quatrième croisade, ses écrits nous renseignent également sur la période allant jusqu'en 1207, soit la mort du marquis Boniface aux mains des Bulgares.
Ainsi, son témoignage nous donne un point de vue d'un militaire sage et avisé, partageant le quotidien des dirigeants de la croisade. En ce qui a trait à Robert de Clary, il est vassal de Pierre d'Amiens et participe à ce pèlerinage armé aux côtés de la masse des croisés. Bien qu'il n'arrive pas, comme Villehardouin, à donner des renseignements précis sur les objectifs militaires ou les raisons du détournement de l'armée, il fournit toutefois une appréciation particulière de son entourage. Voyageant probablement pour la première fois de sa vie, il est fortement impressionné par son entourage et mentionne des détails importants sur l'espace qui ne se retrouvent pas dans le témoignage de son homologue. Ces deux chroniques, qui sont en fait des mémoires écrites en ancien français, nous renseignent autant au point de vue des hauts barons de la croisade que de la masse des soldats. Elles se retrouvent éditées dans le livre de Jean Longnon, intitulé « Geoffroy de Villehardouin, un chevalier à la croisade », paru en 1980. Dans ce livre, la langue française des chroniqueurs est modernisée et un lexique permet de mieux comprendre certains mots ayant aujourd'hui disparu de notre vocabulaire. Toutefois, en ce qui concerne l'analyse du discours des pèlerins, on aura recours aux éditions qui incluent les textes originaux ainsi qu'aux manuscrits disponibles sur Gallica. On retient principalement deux types d'informations contenues dans les sources. Le premier, plus quantitatif, concerne les mentions à la géographie et au déplacement. En s'inspirant de la méthodologie appliquée par Ross Balzaretti dans son étude sur les espaces liguriens, on ramène ces informations à un système de données encore observable aujourd'hui. De cette manière, il est possible de transformer les différents noms de lieux en latitude et en longitude afin que les données soient utilisables dans la création de cartes interactives. Le deuxième type d'information, plus qualitatif, porte sur les perceptions de l'espace oriental décrites par les croisés. Ces données ont été classées dans un tableau analytique qui divise les mentions à la géographie selon leur nature: éléments naturels, éléments du bâti et moyens de transport. Également, il met en évidence les termes qualitatifs utilisés pour parler d'espace. Cette organisation est nécessaire dans l'optique d'analyser le vocabulaire utilisé par nos deux chroniqueurs. C'est à partir de celui-ci qu'il est possible de mettre en évidence une représentation de l'espace, qu'elle relève des descriptions du paysage ou de la perception de ce qui les entourait. L'analyse de divers mots utilisés dans un contexte spatial permet de déduire ce qui intéressait les pèlerins lorsque celui-ci faisait référence à la géographie orientale. Pour la réalisation de ces cartes, on s'appuie sur la méthodologie proposée par David Bodenhammer dans son texte traitant de l'utilisation des systèmes d'information géographique, SIG, en histoire. L'auteur propose d'utiliser ou de créer des modèles cartographiques de base, d'analyser les sources à l'étude, de convertir l'information retenue en données géographiques, puis d'intégrer les résultats au modèle de base. De cette manière, on obtient des cartes reflétant le résultat de nos recherches. Donc, pour ce faire, on a eu recours au programme UMAP, disponible gratuitement sur Internet. Ce SIG permet de bâtir des cartes personnalisées reposant sur les fonds d'OpenStreetMap, qui offrent de nombreux modèles de base aux utilisateurs. Les cartes créées à partir des sources montrent en détail les déplacements des croisés, en plus de fournir des informations essentielles quant aux itinéraires empruntés par les pèlerins. De plus, on a intégré différentes puces informatives présentant les noms de lieux et divers extraits des textes de Villehardouin et Clary. Ainsi, ces cartes sont à la fois le résultat du traitement de données géocalisées et de données qualitatives réunies à un outil informatique qui servira à mieux analyser la logique des déplacements des pèlerins ainsi que les nombreuses appréciations de l'espace byzantin. Donc là, OK, we're good. Donc, pour cette présentation, 6 cartes ont été créées à partir de témoignages de Villehardouin et Clary. Celles-ci couvrent les déplacements des croisés de Venise à Constantinople, ainsi que les 2 prises de la ville en 1203 et 1204. Les 2 premières cartes nous permettent de mieux visualiser la logique des déplacements des croisés, ainsi que l'itinéraire que ceux-ci empruntaient afin de se rendre à la capitale byzantine. Tout d'abord, les barons français décident d'emprunter la voie maritime plutôt que de se rendre à destination en passant par la terre. Plus rapide, la navigation permet d'éviter que l'armée ne se fatigue en cours de route, tout en transportant l'équipement et les montures à bon port. Également, les cartes permettent de voir plusieurs arrêts faits par l'armée franco-vénitienne entre Venise et Constantinople. Longeant la Grèce durant tout le trajet, ils doivent accoster dans différents ports afin de se ravitailler, de faire du tonnage ou bien de soumettre une ville à l'autorité du doge de Venise ou du jeune prince Alexis. Bien que l'itinéraire relaté par Villehardouin et Clary soit le même, les chroniqueurs ne mentionnent pas toujours les mêmes arrêts dans les différents ports entre la ville italienne et Byzance. Par exemple, le vassal de Pierre d'Amiens signale que l'Ost accoste à Paul, aujourd'hui Poula, pour se ravitailler avant de se rendre à Jadre. Quant au maréchal de Champagne, il omet de nous mentionner cet arrêt, mais nous renseigne plus tard sur la déviation d'une partie de l'Ost dirigée par les hauts barons de la croisade à l'île de Andre, aujourd'hui Andros, afin de rallier la population de l'île à la cause du jeune prince Alexis. Les cartes C et D
couvrant la première prise de la ville selon les deux auteurs, permettent de voir les déplacements de l'armée, les combats livrés contre les Grecs et les stratégies militaires utilisées par les Latins. Les renseignements fournis par Villardouin et Clary sont sensiblement les mêmes. Après avoir accosté dans la région de Péra, les croisés prennent le tour de Galata. Par la suite, les Français se rendent au nord des murs afin de combattre sur terre et les Vénitiens attaquent les murailles par le port de la Corne d'Or. Pour ce segment, le maréchal de Champagne donne plus de renseignements concernant la prise de Galata que son homologue. En effet, la description fournie par Clary est très sommaire, de sorte qu'il est possible de penser qu'il n'ait pas assisté à cette bataille. Également, Villardouin décrit avec minutie les défenses construites par les croisés devant les palais des Blacairnes, chose que le vassal ne fait pas. Toutefois, Clary décrit avec attention le déroulement du face-à-face entre l'armée d'Alexis III et celle des Français. Il suit avec attention le mouvement des différentes batailles, en plus de fournir des renseignements concernant la topographie du champ de bataille et la présence de demoiselles aux fenêtres des palais. Les deux dernières cartes couvrent la période de combat entre les Grecs et Latins suite aux différends avec Alexis IV jusqu'au sac de la ville le 13 avril 1204. Contrairement au premier assaut sur la ville, les croisés décident d'attaquer Constantinople uniquement par le port. En se servant de la flotte vénitienne et d'échelles accrochées au mât des bateaux, ils arrivent à escalader les murs et à faire fuir Alexis V Doukas, qui abandonne la perle du Bosphore pour fuir au nord. Encore une fois, il existe plusieurs différences entre les cartes produites à partir des deux témoignages. Dans le cas de Villardouin, il donne beaucoup de renseignements sur l'attaque par la mer et la prise des palais byzantins une fois que l'armée avait pénétré dans la ville. Quant à Clary, il décrit avec stupéfaction la hauteur et la robustesse des murailles de Constantinople qui faisaient face à la Corne d'Or. Aussi, il est le seul à nous renseigner sur l'existence d'une porte mal fortifiée par laquelle une partie de l'armée franco-vénitienne aurait pénétré dans la ville afin de faire face aux Byzantins. Bien que ces nombreuses cartes permettent de mieux représenter les déplacements des croisés, en plus d'avoir accès plus facilement à leur perception de l'espace, cette méthodologie pose toutefois certains problèmes. Tout d'abord, les chroniqueurs fournissent dans leurs textes des noms francisés des lieux qu'ils visitent en Orient byzantin. Afin de géolocaliser ces mentions, il est nécessaire de retrouver le nom original en grec, puis de retrouver cet endroit dans la Turquie actuelle. Les noms changent et certains sites sont abandonnés au fil des siècles, rendant parfois la tâche très compliquée. Par la suite, bien que l'on soit capable de repérer la majorité des endroits visités par les croisés, les textes ne fournissent pas assez de renseignements afin de connaître avec exactitude où ils s'arrêtaient ou quelle route ils empruntaient. À partir des données que l'on possède, on peut uniquement estimer par où ils sont passés et à quel endroit ils se sont installés dans une ville. Par exemple, on sait quelle portion du mur les croisés attaquaient afin de prendre Constantinople, mais pas quel tour ils ont réussi à prendre durant l'assaut. Ce degré d'incertitude rend parfois compliqué la création de cartes de ce genre, et c'est pourquoi il est préférable de garder un certain recul lorsqu'on décide de les utiliser. La conclusion des cartes... c'est pas ça pantoute. La consultation des cartes interactives de la conquête de Constantinople permet de mieux voir la réalité des voyageurs en campagne militaire. Grâce à celle-ci, il est plus aisé de comprendre le trajet emprunté par l'armée franco-vénitienne, en plus des défis que comportaient ces déplacements, que ce soit les trajets par voie terrestre ou les déplacements navals. Par la suite, elles permettent de mieux cibler ce qui intéressait les chroniqueurs tout au long de leur voyage en Orient byzantin. La position de Villardouin au cœur de la croisade déteint sur sa façon de décrire les événements et l'espace autour de lui. Celui-ci comprend mieux les stratégies et les déplacements militaires et mentionne la soumission des villes portuaires traversées à l'autorité de Dandolo ou du prince Alexis. Dans le cas de Clary, il détaille de façon plus pittoresque les différentes étapes de son voyage et les prises de Byzance. Il décrit avec attention les défenses de la ville et les différentes scènes qui se déroulent sous ses yeux, comme la confrontation avec Alexis III ou l'allure très noble de la flotte vénitienne. Ça... OK. Vous avez manqué toute la vidéo, gang. Je m'excuse pour ça. C'est vraiment triste. Donc, je vais continuer. Plus encore, la classification des nombreuses mentions à la géographie et la création de cartes à partir de ces données ouvrent la porte aux représentations de l'espace relayé par les chroniqueurs. Bien qu'il y ait peu de mentions de paysages byzantins, les palais, les églises et les richesses orientales ne cessent d'impressionner nos deux chroniqueurs. Également, dans un contexte de guerre, les deux soldats discutent longuement des défenses de Byzance, que ce soit au niveau des murailles ou de l'énorme chaîne en fer qui empêchait l'accès au port de la Corne d'Or. Même si nos deux auteurs portent un regard de militaire lorsqu'ils mentionnent la géographie, ce réflexe est abandonné lorsque les combats cessent et les dangers sont écartés.
L'exemple de Robert de Clary visitant Constantinople après le conflit est particulièrement révélateur. Dans les deux cas, les chroniqueurs vantent sans cesse les structures byzantines et la ville de Constantinople, je cite, « qui de toutes les autres erraient souveraines ». En se basant sur les écrits de Villardon et Clary, il est donc possible d'affirmer que les croisés se représentaient de façon positive l'espace byzantin qui les entourait. Cette appréciation du territoire s'oppose à l'image péjorative du grec qui était largement répandue à l'Occident et dans les rangs de l'armée franco-vénitienne. Alors que la représentation de l'autre repose sur la mémoire et les savoirs des chroniqueurs, l'appréciation du territoire repose plutôt sur la perception sensorielle de ce qui les entourait. L'utilisation de différents mécanismes d'appréciation explique pour quelles raisons les chroniqueurs se représentaient de façon neutre l'espace oriental byzantin. Ainsi, l'analyse géographique des témoignages de Villardon et Clary permet d'en arriver à de nouvelles conclusions concernant la représentation de l'Orient byzantin par des Occidentaux. Également, l'utilisation de cartes interactives créées à partir des sources permet de mieux comprendre la réalité des pèlerins voyageant à l'étranger, tout en rendant plus accessibles les nombreuses mentions à la géographie présentes dans les textes. Merci. Merci à tous et à toutes. 3 bonnes présentations qui dressent un bon portrait des liens entre les corpus et la représentation de l'espace.